Le cri a surgi sans prévenir. À midi passé, dans la chaleur lourde d'un supermarché de Sarasota, en Floride, l'air vibrait au-dessus du parking comme un voile incandescent. Et là, quelque part dans un vieux Toyota RAV, 4 garés de travers, un minuscule chiot berger allemand était en train de pleurer pour sauver sa vie. Moi, je n'étais qu'un vieux bonhomme avec un caddie et une liste froissée dans la poche. Du lait, mais comprimé pour la tension et quelque chose de simple pour le dîner afin que ma femme ne s'inquiète pas de me voir trembler au-dessus des casseroles. Une journée comme tant d'autres, le genre de journée banale que l'on finit par traverser sans vraiment la regarder après 67 ans de vie. Le soleil appuyait sur ma nuque comme une paume trop insistante. L'asphalte brillait, les capots des voitures irradiaient une chaleur presque vibrante. Au loin, on entendait le cliquetis d'un caddie perdu, quelqu'un qui riait trop fort près des portes automatiques, un vieux poste de radio crachant une chanson oubliée par une vitre ouverte. Rien d'urgent, rien d'extraordinaire. Puis le son a résonné de nouveau, aigu, tranchant. Pas vraiment un aboiement, pas vraiment un gémissement. Plutôt comme si une vitre cherchait à pleurer. J'ai marqué un arrêt, jeté un œil autour de moi. Rien ne bougeait, mais les poils de mes bras se sont dressés malgré moi. Mais avant de continuer dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. J'ai voulu me convaincre que c'était une alarme de voiture ou la sonnerie un peu ridicule d'un gamin. Quelque chose de simple, quelque chose qui n'aurait pas dû me serrer la poitrine comme une main invisible. Mais le son est revenu, plus mince, traversé d'un tremblement. Et cette fois, il n'y avait plus de doute. C'était un animal. C'était la panique. Mon regard a accroché le vieux rave 4 rangées plus loin. Les vitres étaient entièrement fermées, les joints tirés au cordeau. Le toit renvoyait une lueur presque blanche sous le soleil. À travers la vitre passager avant, j'ai aperçu un mouvement flou, trop bas pour être un adulte. J'ai laissé mon caddie et je me suis avancé. L'air autour de cette voiture était plus chaud encore, stagnant, comme si toute la chaleur du parking s'y accumulait sans jamais s'en échapper. En m'approchant de la vitre, le son a changé encore une fois. Le cri est devenu un halètement cassé, du genre que l'on n'entend que lorsqu'un petit corps se bat pour chaque bouffée d'air. Elle était là, juste contre la vitre, une petite puce, 5 mois tout au plus. Sa fourrure noire et sable collée contre sa peau brûlante, sa langue pendue dehors, épaissie par la déshydratation. Ses pattes griffaient le verre dans une agitation inutile, ses ongles claquant contre la paroi. Des filets de bave fine s'étiraient de sa bouche, ses oreilles plaquaient si fort contre son crâne qu'on aurait dit qu'elle tentait de disparaître. Ses yeux ont rencontré les miens, immenses, sombres, affolés. Et sous la panique, autre chose, une expression que j'avais déjà vue, autrefois, un autre chien, un autre jour brûlant, un souvenir que je m'efforce encore de ne pas trop bousculer. Mais c'était le même regard, celui qui dit clairement « S'il vous plaît, ne partez pas ». J'ai posé ma main contre la vitre brûlante. Elle y a collé sa petite patte immédiatement, désespérée, comme si elle espérait se faufiler à travers cette mince barrière qui nous séparait. Le bruit du parking s'est estompé, avalé par l'instant. Il n'y avait plus que moi, la vitre, et sa respiration brisée. Et là, j'ai compris quelque chose de simple mais lourd. Si je partais maintenant, cette voiture deviendrait sa dernière pièce. Elle ne verrait pas la tombée du jour, la chaleur l'étoufferait, la vie s'en irait, et personne ne se souviendrait du son qu'elle avait émis en appelant au secours. Je me suis penché, mon front presque contre la vitre. Ma voix est sortie plus douce que je ne le voulais, mais assez stable pour qu'elle m'entende. Je t'ai entendu, je ne partirai pas. La police m'a dit d'attendre, mais sa respiration se brisait déjà en morceaux. L'intérieur du véhicule semblait fait de verre chauffé à blanc. L'air ondulait, chaque surface brûlait du soleil. Elle était encore contre la vitre, ce petit berger allemand abandonné comme un vieux jouet, oublié sur un siège arrière, sa langue trop sèche, sa poitrine battant à un rythme trop rapide pour durer. Mes doigts ont tremblé sur mon téléphone. Les mains d'un vieil homme, lentes, mais encore capables d'urgence. J'ai appelé les secours, donné l'adresse, la couleur de la voiture, l'emplacement exact dans le parking. J'ai tenté de garder une voix neutre, mais je sentais la peur s'accrocher au fond de ma gorge. La standardiste m'a demandé de rester à proximité, qu'un officier arrivait. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Puis j'ai reposé ma main sur la vitre brûlante. Elle y a appliqué sa patte tremblante, griffant doucement comme pour s'accrocher à moi. Les gens ont commencé à remarquer. Un jeune couple, un homme qui filmait comme si le drame lui appartenait, une femme qui pinçait les lèvres,
Un type en casquette qui murmurait que je ne devais pas toucher la voiture, que la police réglerait ça. Un autre lui a répondu qu'un chien peut mourir en quelques minutes. Leurs voix bourdonnaient autour de moi, inutiles. Moi j'étais ailleurs. J'avais trop de souvenirs de moments où je m'étais dit « quelqu'un d'autre fera ce qu'il faut ». Et j'avais porté chacun de ces moments comme des petits cailloux dans mes chaussures, discrets, mais impossibles à ignorer. Je n'allais pas ajouter ce chiot à cette collection-là. Je me suis tourné vers eux et j'ai entendu ma propre voix déclarer, plus ferme que je ne me sentais, « Si l'officier n'est pas là dans une minute, je brise une vitre. » Personne ne m'a contredit. La seule respiration qui comptait était celle, brisée, juste derrière la vitre. Le souffle du chiot devenait plus court, plus haché, comme si chaque inspiration lui coûtait un combat entier. Son petit corps se collait encore et encore à la vitre, mais ses mouvements perdaient en force, comme si elle glissait doucement vers un endroit où la chaleur gagnait toujours. Je n'avais plus de minutes à donner, et je crois que tous ceux qui me regardaient l'avaient comprise aussi, même si aucun n'osait le dire. J'ai glissé ma main dans ma poche et senti le métal familier de mon vieux porte-clés. Pas une arme, rien d'imposant, juste un objet solide, lourd, usé par des années à ouvrir des portes ordinaires. Aujourd'hui, il allait en ouvrir une qui séparait la vie de la mort. Je me suis approché de la fenêtre arrière, celle la plus éloignée du chiot, là où je savais qu'aucun morceau de verre ne pourrait la blesser. J'ai pris une inspiration longue, comme un homme qui sait que ce qu'il s'apprête à faire ne rentrera jamais tout à fait dans les règles, mais s'inscrira peut-être dans ce qui est juste. Le premier coup a laissé une étoile blanche dans l'angle de la vitre. Une simple cicatrice, rien de plus. Le second a tracé une fissure fine qui s'est propagée comme une veine fragile. Au troisième, la vitre a cédé d'un seul souffle dans un claquement sourd. Le verre trempé s'est effondré en milliers de petits cubes, comme si la voiture elle-même avait expiré. Une vague de chaleur s'est engouffrée dehors. Elle a frappé mon visage, mon torse, mes bras, comme l'air brûlant d'un four qu'on ouvre trop vite. Pendant une seconde, j'ai senti ma respiration s'arrêter. Et puis j'ai entendu un petit frottement, un mouvement à peine perceptible. Le chiot. J'ai balayé les morceaux de verre avec ma manche sans faire attention aux égratignures qui commençaient à marquer ma peau. À l'intérieur, elle était effondrée sur le siège, incapable de tenir debout, sa fourrure fumante de chaleur, sa respiration affolée, ses pattes tremblantes. Elle ne luttait plus, elle survivait par simple instinct, par simple volonté de rester là encore une minute. Quand mes mains l'ont trouvée, elle n'a pas résisté. Elle n'en avait plus la force. Je l'ai glissée contre moi, sous mes bras, et sa petite tête s'est affaissée contre ma poitrine. Son cœur battait si vite que j'avais l'impression de tenir un oiseau paniqué, fragile, prêt à se briser si je pressais trop fort. Je me suis laissé tomber sur le trottoir, son poids minuscule posé sur mes genoux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà un contact vivant, un signe qu'elle était encore là, un signe que je n'étais pas arrivé trop tard. C'est à cet instant qu'une voiture de patrouille est entrée dans le parking. Gyrophares allumés, mais sirènes coupées. L'officier, un homme d'une quarantaine d'années avec une expression d'abord sévère, est sorti du véhicule. En voyant la fenêtre brisée, le chiot sur mes genoux, mon regard inquiet, sa posture s'est adoucie instantanément. Il s'est accroupi près de nous. « Vous l'avez sorti de là ?» J'ai acquiescé. « Alors vous avez fait ce qu'il fallait, monsieur ?» Il a contourné la voiture abandonnée, observé l'intérieur, le siège arrière vide et surtout l'absence totale de plaques d'immatriculation. Pas une, ni devant, ni derrière, pas de vignette, pas de document visible. Rien, comme si cette voiture avait été déposée là par quelqu'un qui comptait disparaître aussitôt. Il a relevé la tête vers moi. Il y aura une enquête. Mais pour l'instant, ce chiot a besoin d'un vétérinaire, pas d'un rapport. Et étrangement, personne n'a essayé de me l'apprendre. Pas l'officier, pas les témoins. Il y a eu comme un accord silencieux. J'étais devenu son point d'ancrage, la présence qu'elle avait choisie, ou peut-être celle qui avait réagi la première. L'officier m'a simplement dit de la mettre à l'ombre, de l'hydrater doucement, et de continuer à lui parler pour qu'elle reste consciente. Alors je me suis assis contre ma vieille voiture, le dos craquant comme les pages d'un livre trop lu. J'ai posé le chiot sur mes genoux, avec la délicatesse qu'on réserve aux choses qui peuvent s'éteindre d'un souffle. J'ai ouvert ma bouteille d'eau et versé un filet dans ma paume. Quelques gouttes ont glissé sur sa langue, sur ses gencives. Elle a remué faiblement. Ses yeux se sont ouverts d'1 centimètre, juste assez pour me retrouver. C'est à ce moment-là que la voiture de mon épouse, Clara, a déboulé dans le parking en freinant un peu trop fort pour une femme qui n'aime pas dépasser les limites. Elle m'avait appelé 5 minutes après l'ambulance, affolée par ma voix.
Là, elle sortait du véhicule à mi-course, mi-trot, les yeux cherchant entre les voitures. Quand elle a repéré la vitre brisée, l'officier, puis moi assis par terre, tenant cette petite créature contre moi, son visage a changé. Elle s'est approchée et s'est agenouillée, sa main hésitant avant d'effleurer la tête du chiot. Pendant un instant, elle n'a rien dit. Elle a étudié ses oreilles, son museau brûlant, ses yeux fatigués qui tentaient de rester ouverts. Puis elle m'a regardé. « Owen, on ne peut pas la laisser partir n'importe où. Regarde-la. Ce petit cœur-là n'y arrivera pas toute seule. » Il n'y avait pas de débat possible. Pas dans sa voix, pas dans la mienne. Et dans le regard du chiot, encore moins. Nous l'avons portée ensemble jusqu'à la clinique vétérinaire. L'air intérieur sentait le désinfectant, l'alcool et cette inquiétude muette que l'on retrouve dans toutes les salles d'attente où la vie ne tient qu'à un geste. L'assistante vétérinaire nous l'a prise des bras, comme si elle recevait une porcelaine fissurée. Les gestes se sont enchaînés, thermomètre, stéthoscope, perfusion, ventilateur, compresse fraîche. Le vétérinaire, Dr Barnes, un homme sec au sourire rare, a jeté un œil aux mesures affichées sur l'écran et a froncé les sourcils. Coup de chaleur sévère, elle a eu beaucoup de chance que quelqu'un l'entende. Encore un peu et... Il n'a pas fini sa phrase, mais ses yeux l'ont fait pour lui. Ils ont placé le chiot sous perfusion, surveillé sa respiration courte, examiné l'intérieur de sa bouche. Ils ont demandé si nous connaissions le propriétaire. Nous avons dit non. L'officier a expliqué la voiture sans plaque, l'absence de documents et l'impression générale d'abandon. L'assistante nous a tendu un formulaire. Nous pouvons la transférer dans un refuge une fois stabilisée. Ils essaieront de lui trouver une famille. Clara a plongé son regard dans le mien. Pas un mot, juste un échange entre deux personnes qui ont déjà élevé des enfants, déjà perdu des êtres aimés, déjà su ce que signifiait protéger quelqu'un plus fragile que soi. Elle a posé son pouce sur la petite patte du chiot. Elle a besoin de nous, au moins pour un temps, jusqu'à ce qu'elle cesse d'avoir peur. Pour un temps, c'était un mensonge tendre. Nous le savions tous les deux. Nous avons signé les documents, rangé les instructions du vétérinaire dans la poche de ma chemise et ramené la petite à la maison, notre maison. Celle où chaque meuble raconte une histoire, où chaque cadre tient une mémoire, où le silence est devenu trop vaste ces dernières années. Nous avons installé une vieille couverture dans la cuisine, celle qui servait autrefois quand les enfants regardaient la télévision, la tête posée sur le chien de la famille. Nous avons glissé un bol d'eau fraîche à portée de sa tête, un peu de nourriture molle dans un autre. Elle s'est couchée là, le museau posé sur ses pattes, les yeux mi-clos mais bien plus calmes. La panique avait laissé place à une fatigue lourde mais pas dangereuse. Son souffle trouvait un rythme, lent mais stable. Et toutes les quelques minutes, elle levait la tête pour vérifier que nous étions encore là. Et je crois que cela m'a touché plus profondément que tout le reste. Cette nuit-là, lorsque la maison s'est enfin assoupie, je suis resté étendu sans fermer l'œil, tendu vers le moindre bruit venant de la cuisine. À travers le mur, j'entendais la respiration du chiot, régulière mais fragile, comme un moteur trop petit pour un trop grand monde. Clara a posé une main sur mon bras et m'a soufflé de dormir. Mais je savais que je ne dormirais pas tant que cette petite vie dans la pièce d'à côté n'aurait pas décidé, elle, de rester. Puis quelque part après minuit, un son délicat a traversé le silence, le tapotement léger de petites griffes sur le carrelage, le genre de bruit qui ressemble à un enfant qui ose sortir du lit pour la première fois après un cauchemar. Je me suis redressé, les yeux grands ouverts, le bruit s'est répété, une hésitation, un autre pas. Comme si elle apprenait à marcher dans une maison encore étrangère. Je me suis assis sur le bord du lit, incapable d'attendre davantage. J'ai enfilé un vieux t-shirt et me suis dirigé vers la lueur pâle laissée allumée au-dessus de la cuisinière. La cuisine était presque immobile, paisible comme une scène de théâtre avant que le rideau ne se relève. Et au milieu de cette tranquillité, la petite boule de poil était là, recroquevillée sur sa couverture, mais tournée vers moi, comme si elle avait senti ma présence avant même de me voir. Je me suis assis sur la chaise que nous avions tirée à côté de sa couverture, celle qui, désormais, servait de poste de veille. La fatigue me tirait vers l'avant, mais je restais là, courbé, écoutant son souffle, inspirer, expirer, inspirer encore. Chaque respiration était comme une promesse qu'elle se faisait à elle-même. Son état me renvoyait à des souvenirs que je n'avais pas sollicités. Des nuits interminables passées près d'un berceau où un bébé fiévreux toussait sans répit. Au silence pesant d'une chambre d'hôpital où Clara, beaucoup plus jeune alors, avait dormi sous machine et perfusion. À cette sensation, toujours la même,
d'être un homme impuissant, essayant d'empêcher la nuit de prendre ce qu'il aime. Je me suis penché un peu plus, laissant ma main reposer sur le sol, à quelques centimètres d'elle. Je n'ai pas cherché à la toucher, j'ai simplement offert une présence. Peut-être un repère, peut-être un simple bout de chaleur humaine dans une pièce trop grande pour elle. Je ne sais pas combien de temps a passé avant que je sente quelque chose effleurer mes doigts, une petite tête, une pression timide. Elle s'était approchée, centimètre par centimètre, jusqu'à poser son museau contre ma pantoufle comme si elle venait d'y trouver le seul endroit sûr du monde. Elle ne cherchait pas seulement du réconfort, elle choisissait un foyer. Lorsque l'aube s'est glissée à travers les stores, Clara m'a trouvé dans la même position, courbée sur la chaise, le cou tordu, dormant à moitié comme un vieil arbre fatigué. Le chiot, quant à elle, dormait contre mes pieds, comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit-là. Clara a souri doucement, le genre de sourire qui porte autant de tendresse que de fatigue. Je me suis réveillé au contact de sa main sur mon épaule. En ouvrant les yeux, j'ai vu le chiot se redresser, maladroite mais déterminée, avançant vers son bol d'eau de sa propre initiative. Sa démarche était hésitante, mais elle tenait debout. Et surtout, elle choisissait de se lever. C'était minuscule, c'était immense. Plus tard, dans la matinée, nous l'avons laissée explorer un peu la maison. Elle se traînait encore, mais chaque pas semblait un défi qu'elle se lançait. La moindre odeur, la moindre ombre sur le sol, chaque meuble lui racontait une histoire qu'elle essayait de comprendre. Mais derrière elle flottait encore une trace de ce qu'elle avait vécu. Cette odeur de voiture brûlante, de métal chauffé, un parfum presque imperceptible mais chargé de peur. Clara a plissé le nez délicatement, puis m'a lancé un regard entendu. « Owen, je crois qu'il est temps de lui donner un bain. » Nous avons décidé de ne pas utiliser la baignoire, trop glissante pour une petite en convalescence. Le jardin, lui, offrait un sol doux, un air léger et assez d'espace pour qu'elle puisse reculer si l'eau l'effrayait. Je l'ai donc portée dehors et elle s'est nichée un instant contre ma poitrine, comme si le simple fait d'être soulevée réveillait encore le souvenir de la chaleur suffocante dans laquelle je l'avais trouvée. Le tuyau d'arrosage a d'abord craché une eau glaciale, puis tiède. Clara a versé un peu de shampoing pour chiot dans sa main et a approché la petite avec des gestes lents. La première goutte d'eau a fait frissonner la chienne des oreilles opates. Elle a planté ses griffes dans la terre, hésitant entre fuir et rester. Mais au moment où elle a levé les yeux vers nous, elle a semblé comprendre qu'elle n'était plus seule. Alors, elle a cessé de trembler. Nous l'avons savonnée doucement, l'écume glissant sur son dos, emportant la poussière, la chaleur, l'odeur métallique du siège brûlant. À mesure que la mousse s'écoulait, son visage se transformait, ses traits se détendaient, son corps cessait de se crisper. Elle respirait mieux. Une fois le tuyau éteint, elle a pris une seconde totalement immobile. Puis d'un coup, elle s'est mise à secouer toute l'eau accumulée. Un véritable éclat de vie. Les gouttelettes ont volé partout, sur mon t-shirt, sur les lunettes de Clara, sur la pelouse, sur la table de jardin. Nous avons éclaté de rire, un rire sincère, presque oublié depuis longtemps. À cet instant, j'ai vu ce que j'avais presque oublié. La maison avait déjà connu la présence d'un chien. Elle en connaissait la forme, l'énergie, la musique, et en la voyant gambader maladroitement, j'ai compris que peut-être nous aussi, nous n'avions jamais cessé d'être faits pour cela. Plus tard, je me suis affalé sur le canapé, encore humide des éclaboussures du chiot. À peine avais-je posé mes pieds au sol que la petite s'est approchée, encore légèrement trempée, et s'est installée contre mes chevilles, comme si elle cherchait à ancrer sa place auprès de nous. Elle a levé la tête, plongé ses yeux dans les miens, sans peur cette fois, juste une confiance timide, une façon silencieuse de dire « Je suis là maintenant ». Ce jour-là, nous avons commencé à chercher un nom. Nous ne voulions pas reprendre ceux de nos anciens chiens. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Pas non plus quelque chose de trop jeune, trop vif, trop décalé avec nos cheveux grisonnants. Il fallait un nom avec du souffle, de la douceur, qui ne griffe pas la langue mais la caresse. Elle s'est approchée de la fenêtre, posant ses pattes encore maladroites sur le rebord pour observer la rue. Et soudain, quelque chose en moi s'est imposé. On dirait qu'elle attend quelqu'un toujours près d'une fenêtre. Clara m'a rejoint et nous avons essayé quelques noms, maladroits, trop longs, trop courts, trop lourds. Aucun ne lui allait, aucun ne portait vraiment son histoire. Puis un mot est venu, simple, doux, un peu ancien. Lila, ai-je murmuré sans savoir d'où cela me venait. Elle a tourné la tête vers moi, ses oreilles ont bougé, sa queue a remué, lente, prudente, mais réelle. Lila, ai-je répété, plus clair. Elle a quitté la fenêtre, s'est avancée vers moi et s'est assise droit devant mes pieds.
Alors nous avons su. La soirée s'est installée doucement autour de nous, avec cette lumière orangée qui glisse sur les murs comme un souvenir calme. À peine avions-nous fini de confirmer le nom de Lila que le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité un instant avant de décrocher, encore marqué par les émotions de la journée. Au bout du fil, une voix polie, professionnelle, celle d'une employée du refuge du comté, à qui la clinique avait transmis le dossier. Elle demandait des nouvelles du chiot, elle parlait de dates possibles, de transport, d'évaluation comportementale, de placements éventuels dans une famille d'accueil. Tout cela sonnait très logique, très organisé. Mais chaque mot me paraissait étranger, intrusif, comme si l'on parlait d'un objet trouvé plutôt que d'une petite âme endormie à quelques mètres de moi. Pendant qu'elle expliquait la procédure, mon regard s'est posé sur Lila. Elle dormait profondément, roulée en boule sur sa couverture dans un coin du salon. Sa respiration était régulière, sa petite poitrine se soulevant avec la tranquillité d'un cœur qui, enfin, ne luttait plus contre une fournaise. Une patte reposait sur le bord de la couverture, comme si elle craignait qu'on lui enlève le peu de sécurité qu'elle avait trouvé. Devant cette vision, la voix du refuge s'estompa dans un brouillard lointain. Puis la question fatidique est arrivée. « Est-ce que vous souhaitez que nous venions la chercher demain pour commencer son évaluation ?» J'ai ouvert la bouche puis je l'ai refermée. Des mots se bousculaient, mais aucun ne voulait sortir tant que je n'avais pas regardé Clara. Elle qui m'observait depuis la table a compris avant que je parle. Elle s'est levée, s'est approchée de moi, a posé délicatement sa main sur mon épaule. Son regard disait tout, on ne la laisse pas partir. J'ai repris le téléphone contre mon oreille. « Merci pour votre aide », ai-je répondu calmement. « Mais nous allons la garder pour l'instant. Elle a besoin de stabilité. Le vétérinaire nous a recommandé de la surveiller de près. Nous allons suivre ses instructions et rappeler si nécessaire. » Un silence a suivi, puis la voix du refuge a simplement répondu « D'accord, monsieur, tenez-nous au courant. » Lorsque j'ai raccroché, un poids que je n'avais pas identifié jusque-là est descendu de ma poitrine. Pas un poids de stress, un poids de décision. La sensation d'avoir choisi la bonne direction, même si elle allait changer notre quotidien plus que nous n'étions prêts à l'avouer. Lila a remué dans son sommeil, comme si elle avait senti que quelque chose venait de se sceller. Puis, elle a poussé un petit soupir, un bruit minuscule, mais tellement chargé de confiance que j'en ai ressenti un pincement profond dans la gorge. Les jours suivants se sont déroulés avec une lenteur douce. Rien de dramatique, rien de spectaculaire. Juste une succession de petits moments qui, mis bout à bout, formaient quelque chose comme une renaissance. Chaque matin, Lila se plaçait près du lit, tapotant doucement le sol avec sa patte comme pour nous rappeler que malgré la nuit difficile qu'elle avait vécue la veille, elle était encore là, toujours fragile, mais présente. Je me levais et elle me suivait dans la cuisine, sa démarche légèrement incertaine, comme si la terre sous ses pattes avait besoin de s'apprivoiser. Nous marchions avec précaution dans le quartier, très lentement au début. Ses premières sorties ressemblaient davantage à une exploration hésitante qu'à une promenade. Elle s'arrêtait à chaque odeur, scrutait chaque bruit, relevait la tête au moindre souffle de vent. Mais à chaque pas, je la voyais reprendre confiance en elle. Ce n'était pas seulement la découverte du monde, c'était la reprise de possession de sa place dans ce monde. Les enfants du voisinage ont rapidement repéré sa petite silhouette. Les enfants repèrent toujours les miracles silencieux, même quand les adultes passent à côté. Un après-midi, les deux garçons de la famille Turner sont arrivés en courant, puis ont freiné brusquement en voyant sa taille minuscule et sa démarche encore fragile. « On peut la caresser ?» J'ai voulu dire non, réflexe de protection, peur que trop d'agitation la fatigue ou la brusque. Mais Lila, d'elle-même, s'est assise. Sa queue s'est mise à remuer doucement, lentement, comme une invitation timide. Les enfants se sont agenouillés, leurs mains hésitantes, puis plus confiantes lorsqu'ils ont vu qu'elle ne reculait pas. Lila s'est laissée faire, a même glissé sa tête sous l'une des petites mains posées sur son dos. Ce geste-là m'a presque ému aux larmes. Elle n'était plus seulement en train de survivre. Elle choisissait le monde. Elle le laissait revenir vers elle sans crainte. Quand nous sommes rentrés, elle était épuisée. Elle s'est écroulée sur sa couverture, enroulée autour de ses propres pattes, et s'est endormie profondément. Clara tricotait dans le salon et m'a souri. Elle commence à comprendre que ce monde peut être beau. J'ai hoché la tête, incapable d'ajouter quoi que ce soit. Le soir venu, lorsque la maison s'est calmée, une idée m'a traversé. Pas une idée grandiose, juste un besoin. Celui de partager ce que nous vivions.
Peut-être parce que les années passent et que les liens à nos proches se distendent. Peut-être parce qu'un événement comme celui-ci vous rappelle que la vie n'est pas faite pour être portée seule. Alors j'ai ouvert mon ordinateur portable, celui qui prend la poussière plus vite qu'il ne s'allume. J'ai choisi une photo que j'avais prise plus tôt, Lila endormie, la tête posée sur mon vieux chausson, l'air paisible, comme si elle avait trouvé l'endroit exact où poser son histoire. J'ai écrit un petit message à nos enfants. Rien d'extraordinaire, juste « Voici la petite Lila. Elle a eu une sacrée journée, nous aussi. » J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». Et d'une manière étrange, cela a ressemblé à une victoire. Les jours suivants, Lila a continué de progresser. Ses repas se terminaient entièrement. Ses pas se faisaient plus assurés. Elle explorait chaque pièce de la maison avec une curiosité tendre, posant souvent son museau contre des objets qui avaient autrefois appartenu à d'autres chiens. Comme si elle sentait qu'une histoire l'avait précédée mais ne la menaçait plus. Ce qui nous a marqué le plus, c'est sa fascination pour la fenêtre du salon. Elle s'y installait chaque après-midi, couchée dans le carré de lumière, le museau tourné vers la rue. Elle observait le facteur passer, les joggeurs trottiner, les vélos des enfants, les feuilles emportées par le vent. Mais il n'y avait plus d'inquiétude dans son regard, plus d'agitation, seulement une sérénité nouvelle. La vitre n'était plus un piège. Elle était devenue un point de vue. Et Lila s'était installée là comme si elle veillait sur nous. Le temps s'est mis à filer d'une manière étrange, non pas en journées rapides, mais en petites scènes qui semblaient se relier les unes aux autres comme des perles sur un fil invisible. Chaque matin, Lila prenait un peu plus de place dans la maison, pas bruyamment, mais comme une présence qui s'affirme sans jamais déranger. Elle devenait l'ombre douce qui nous suivait, le souffle léger qui rappelait que quelque chose de fragile avait choisi de rester auprès de nous. Je me surprenais même à marcher un peu plus droit, comme si son regard sur moi me donnait une raison de redresser les épaules. Mes douleurs, celles du dos, des genoux, des années, semblaient moins bruyantes. Je continuais mes médicaments, bien sûr, mais je ne comptais plus mes journées en pilules alignées sur le comptoir. J'avais l'impression de compter autrement, en promenade, en repas pris à heure fixe, en petites victoires que seule une créature qui dépend de vous peut créer. Clara m'observait parfois en silence, un sourire dans le coin des lèvres. « Tu sais, Owen, je crois qu'elle t'a adopté autant que tu l'as adopté. » Je me contentais de hausser les épaules, mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Un soir, après une promenade particulièrement calme, Lila s'est allongée contre mes pieds pendant que je feuilletais un vieux album photo. Clara m'a rejoint, s'est assise à côté de moi et a ouvert un autre album. Les pages usées murmuraient sous nos doigts, les images défilaient, nos enfants encore petits. Leurs grimaces, leurs anniversaires improvisés dans le jardin, les traces de pas de chiens disparus depuis longtemps. Pendant que nous tournions les pages, Lila glissait parfois sa tête sous ma main comme si elle cherchait à comprendre ces fragments de vie dont elle n'avait pas fait partie. Et d'une façon étrange, cela rendait ses souvenirs moins lointains, comme si sa simple présence les réchauffait à nouveau. À un moment, Clara s'est arrêtée sur une photo où nos deux enfants, encore jeunes, tenaient un chiot berger allemand du nom de Jasper. « Regarde-la » murmura-t-elle. « Lila a le même regard que lui quand il était petit. Cette façon de te fixer comme si tu étais la seule personne qu'elle voyait. » Je n'ai rien répondu. Pas parce que je n'étais pas d'accord, mais parce que la gorge me serrait un peu trop pour parler. Jasper avait été le chien qui avait accompagné nos enfants du premier jour d'école à leur départ pour l'université. Il avait laissé un grand silence derrière lui. Un silence que nous avions appris à contourner comme une pièce trop froide dans une maison. Lila, elle, venait d'ouvrir cette porte sans même s'en rendre compte. Les jours suivants, elle se mit à suivre encore plus attentivement nos déplacements. Si je me levais pour aller faire du thé, elle se levait aussi. Si j'allais vérifier le courrier, elle trottinait juste derrière, ses oreilles oscillant comme deux petites antennes attentives. Si je poussais un soupir trop appuyé, elle s'approchait et posait doucement sa tête sur mon genou. C'était comme si elle m'écoutait respirer. Un matin, alors que Clara préparait des pancakes, Lila s'est placée près de la fenêtre du salon, son endroit préféré. Elle observait la rue, mais avec une posture différente, plus droite, plus confiante, comme si elle avait décidé que cette fenêtre était la sienne, que la vue qui s'étendait de l'autre côté lui appartenait aussi. Je me suis approché d'elle. « Tu sais, petite, tu n'es plus la chienne du parking. Tu es chez toi ici. » Au son de ma voix, sa queue s'est mise à battre contre le sol. Ce simple geste m'a rempli d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les semaines ont passé
Et Lila s'est remise à un rythme si régulier que je pouvais presque prédire chacun de ses mouvements. Son appétit était revenu pleinement, ses promenades étaient plus longues. Elle s'arrêtait moins, tirait moins en arrière, n'avait plus cette hésitation dans les pattes. La peur avait reculé, la confiance prenait la place. Mais la scène qui m'a marqué le plus est arrivée un matin gris et tranquille. Nous étions dans le jardin et je taillais quelques branches mortes. Clara arrosait les plantes. Lila trottinait entre nous, curieuse. Puis, sans prévenir, elle s'est arrêtée au milieu du jardin, a levé la tête vers le ciel et a fermé les yeux. Le vent était léger, presque imperceptible, mais elle semblait s'en imprégner comme si elle découvrait enfin ce que c'était d'être vivante, vraiment vivante, sans la moindre barrière de verre ou de chaleur suffocante. À ce moment-là, je me suis dit que si elle avait eu des mots, elle aurait murmuré « Je suis là ». J'y suis arrivé. Cette petite victoire, minuscule pour un adulte, immense pour elle, a marqué quelque chose en moi que je n'avais pas prévu. Une résurgence, un retour, une guérison à 2 vitesses, car la vérité, c'est que lorsque nous l'avons sortie de la voiture ce jour-là, nous n'avons pas seulement sauvé une vie, elle a également sauvé quelque chose en nous. Quelque chose qui s'était figé, endormi, recroquevillé dans un coin de notre maison et de nos cœurs. Un soir, après avoir rangé la cuisine, je me suis installé dans mon fauteuil préféré. Lila, fidèle à elle-même, est venue se coucher à mes pieds sur sa couverture. Elle a levé les yeux vers la fenêtre comme à son habitude, mais cette fois, elle ne semblait pas simplement observer. Elle semblait se souvenir. Puis elle s'est tournée vers moi doucement. Elle a avancé la tête et je lui ai tendu ma main ouverte. Elle y a posé son museau très délicatement, comme si elle signait quelque chose, une sorte de contrat silencieux, un engagement. Je crois qu'à cet instant précis, j'ai compris que nous étions devenus sa famille. Pas par obligation, pas par accident, mais parce qu'elle avait choisi cet endroit, cette maison, et 2 vieux cœurs cabossés pour y déposer la sienne. Les jours continuaient à se dérouler sans éclat, mais avec une douceur nouvelle. Une douceur que nous n'avions plus vraiment connue depuis longtemps. Pourtant, malgré cette accalmie, malgré les progrès visibles de Lila, je ne pouvais m'empêcher de rester attentif à la moindre variation dans son comportement. Un chien qui a frôlé la mort porte encore longtemps les traces du danger, même lorsque le corps semble guéri. Pendant plusieurs matins d'affilée, Lila mangeait avec entrain, trottinait derrière moi avec son petit pas déterminé et revenait s'installer près de sa fenêtre préférée, comme si elle avait établi un rituel qui la rassurait autant que nous. Mais au 5e matin, quelque chose a changé. Ce n'était pas spectaculaire, pas un effondrement brutal, juste une nuance dans la manière dont elle baissait la tête, une lenteur dans son geste lorsqu'elle s'est approchée de son bol. Elle a reniflé la nourriture, puis en a pris une bouchée avant de s'arrêter. Elle s'est couchée à côté du bol, la tête posée sur ses pattes, comme si elle n'avait plus la force de continuer. J'ai froncé les sourcils, Clara aussi. On se regardait sans parler, comme si le silence pouvait exprimer plus clairement que les mots la peur sourde qui s'installait déjà. L'après-midi, ce fut pire. Lila restait éveillée mais avec un regard voilé, comme si le monde lui paraissait soudain lourd. Elle ne me suivait plus systématiquement. Elle restait couchée même lorsque je quittais la pièce. Lorsque je me suis penché pour la caresser, j'ai senti quelque chose qui m'a glacé. Son museau était sec et chaud, trop chaud, sa respiration, bien que régulière, semblait porter un effort que je n'avais pas entendu depuis les premiers jours. Je me suis agenouillé près d'elle. « Lila, qu'est-ce qu'il se passe, ma belle ?» Elle a levé les yeux vers moi, et dans son regard, il n'y avait pas la panique que j'avais vue dans la voiture, mais quelque chose d'autre, de la fatigue. Une fatigue profonde, celle qui s'installe lorsque le corps se bat encore contre des souvenirs invisibles. Clara s'est accroupie à son tour. « Owen, elle n'est pas bien. On retourne chez le vétérinaire. » Je n'ai pas discuté. Nous avons préparé une couverture, l'avons installée dans la voiture. À peine assise, Lila a posé sa tête sur le siège comme si elle cherchait un appui pour ne pas sombrer. Pendant le trajet, ses yeux se sont fermés par moments, mais elle gardait sa patte posée contre le bord du siège, comme si ce simple contact la retenait au monde. Et soudain, j'ai senti quelque chose contre ma jambe. J'ai tourné la tête. Lila s'était déplacée juste assez pour poser le bout de sa tête sur mon genou depuis la banquette arrière. Ses yeux étaient mi-clos, mais il y avait dans ce geste une confiance absolue, un message silencieux, comme si elle disait « Ne t'inquiète pas, je suis encore là ». À la clinique, le docteur Barnes nous a accueillis avec la même gravité que la première fois. Il l'a examinée, a pris sa température, vérifié son hydratation, écouté son cœur.
Puis il nous a regardés avec un sérieux qui me donna envie de m'asseoir. Sa récupération a été rapide, a-t-il expliqué. Peut-être trop rapide. Parfois, après un choc thermique sévère, le corps me tient bon pendant quelques jours, puis rattrape d'un coup le retard. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas forcément grave, mais c'est un moment décisif. Surveillez-la attentivement ce soir. Assurez-vous qu'elle boive. Appelez-moi si son état empire. Je savais ce que cela voulait dire. Une nuit de veille, une nuit d'incertitude, une nuit où chaque respiration devient un événement. Le retour à la maison a été silencieux. Même Clara, d'habitude si bavarde lorsqu'elle était nerveuse, gardait les mains serrées sur ses genoux. Nous avions déjà vécu ce type de nuit, autrefois avec des enfants malades, avec des proches à l'hôpital. Ce sentiment de marcher au bord du vide, tout en essayant de ne pas le montrer. Une fois rentrés, nous avons installé Lila sur sa couverture, près du coin de lumière que diffusait la veilleuse de la cuisine. Elle s'y est couchée sans protester, son corps s'enroulant sur lui-même comme pour se protéger. Le bol d'eau était là, à 2 centimètres de son museau. Pourtant, elle n'y touchait pas. Je me suis assis par terre, dos contre le meuble, mes genoux protestants, mais je ne voulais pas m'éloigner. Pas cette nuit. Clara s'est assise à côté de moi, posant sa main sur ma cuisse. Nous n'avons pas parlé. Nous savions. Lila respirait, mais chaque respiration semblait demander un peu trop d'effort. Son regard était terne, perdu quelque part entre la fatigue et la volonté de rester réveillé pour ne pas nous inquiéter. Je me suis penché, trempant mes doigts dans le bol d'eau, puis les ai passés doucement contre ses lèvres. Les premières gouttes ont glissé, sans réaction. J'ai recommencé, plus doucement encore, et soudain sa langue a bougé. Un minuscule mouvement, puis un autre. Elle a léché mes doigts, très lentement, comme si chaque geste lui coûtait une part de force qu'elle ne possédait plus vraiment. Mais elle buvait. Clara a essuyé ses yeux, discrètement. Moi aussi. Petit à petit, Lila a commencé à relever la tête, puis à tirer quelques gorgées directement du bol. Pas beaucoup, pas assez pour nous rassurer complètement, mais assez pour nous dire qu'elle refusait de s'éteindre. 1 heure a passé, puis 2, puis 3. À un moment, Clara a posé sa main sur mon épaule. « Dors un peu, je prends le premier tour. » J'ai refusé d'un signe de tête. « Non, pas ce soir. » Les heures défilaient, lourdes comme du plomb. La maison était si calme qu'on aurait pu entendre une horloge à l'autre bout du couloir. Par moments, Lila ouvrait les yeux, me cherchant du regard. Je lui parlais doucement, juste assez pour que ma voix lui serve de corde à laquelle s'accrocher. Le temps devint flou. Je ne sais pas quand exactement cela s'est produit, mais Lila a soudain bougé, à peine. Un frémissement dans ses pattes. Puis elle s'est redressée, chancelante, comme un poulain qui se demande si la terre tiendra sous lui. Elle a regardé vers la porte du jardin. Elle a posé une patte dessus. J'ai compris. Je me suis levé tant bien que mal et ouvert la porte. Un vent frais est entré dans la cuisine, portant avec lui l'odeur du soir, des feuilles, de la nuit calme. Lila a avancé un pas, puis un autre, et elle est sortie, levant la tête vers le ciel comme si elle respirait pour la toute première fois depuis sa rechute. Elle a inspiré profondément, longuement, et dans ce souffle-là, j'ai entendu une victoire. Pas une grande victoire, pas une histoire de héros ou de miracle, une victoire d'un seul pas, d'un seul souffle repris, d'une seule vie qui refuse de céder. Cette nuit-là, je suis resté debout dans l'encadrement de la porte, la regardant respirer l'air du dehors comme un trésor retrouvé. Et j'ai senti quelque chose se délier en moi, quelque chose que je retenais depuis trop longtemps. J'ai murmuré « Reste, s'il te plaît, reste avec nous ». Et même si elle ne comprenait pas les mots, je crois qu'elle en a compris l'intention. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par un bruit léger, presque délicat, comme une série de petits pas hésitants. Au début, j'ai cru rêver, mais le son s'est répété, régulier, fragile, et j'ai compris que ce n'était pas mon imagination, c'était Lila. Je me suis redressé d'un bond, malgré mes articulations qui grinçaient. Clara a ouvert les yeux en même temps que moi. Lorsque j'ai tiré la porte de la chambre, elle était là, juste devant, assise comme une sentinelle minuscule, sa queue balayant le sol en un geste timide, mais déterminé. Ses oreilles se sont dressées en me voyant, et elle a émis un petit son, moitié gémissement, moitié salut. Elle était debout, sur ses pattes, elle nous attendait, je me suis accroupi, et Lila a trottiné vers moi, encore un peu bancale, mais vivante d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis 2 jours. Elle a posé ses pattes sur mon pantalon, cherchant mon regard, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Une lumière douce, fragile, mais bien réelle. Une étincelle. Clara s'est approchée derrière moi, et Lila s'est tournée vers elle.
Elles ont échangé un de ces regards silencieux qui valent mieux que les mots. « Elle est revenue !» a soufflé Clara. Et j'ai hoché la tête, incapable de dire autre chose. Nous l'avons emmenée dans la cuisine. Et elle a bu quelques gorgées d'eau toute seule, comme si c'était un exploit, duquel elle était fière. Elle n'a mangé que 2 ou 3 petites bouchées, mais ce n'était pas important. Son corps reprenait pied. Sa volonté revenait. Plus tard, nous avons tenté une petite promenade. Rien de long, juste un tour du pâté de maison. Le genre de boucle qu'un enfant peut faire en trottinant, mais qu'un chiot convalescent doit aborder comme une aventure. Lila avançait doucement, parfois s'arrêtant pour flairer l'herbe, parfois levant le museau pour sentir le vent. Et chaque fois qu'elle posait une patte devant l'autre, j'entendais ce murmure intérieur « Tiens bon, continue, encore un pas ». Nous n'avions parcouru que quelques mètres quand les enfants Turner, ceux qui l'avaient caressé quelques jours plus tôt, sont sortis de leur jardin. En apercevant Lila, leur visage s'est illuminé. « Elle va mieux ?» s'est exclamée la plus jeune, une fillette blonde qui n'avait pas plus de 8 ans. Ils ont demandé la permission de l'approcher. Cette fois, je n'ai pas hésité. Lila s'est assise d'elle-même comme si elle comprenait que ce moment lui appartenait aussi. Les enfants ont posé leurs mains avec une douceur que beaucoup d'adultes pourraient envier. Et Lila s'est laissée faire, penchant légèrement la tête pour profiter de leurs caresses. Dans cette simple scène, des doigts d'enfant, un chiot fragile, un matin frais, j'ai senti une vague d'émotion me traverser. Parce que c'était simple, pur. Et que pendant un instant, le monde semblait retrouver sa place. De retour à la maison, Lila s'est écroulée sur sa couverture, mais d'un sommeil apaisé, non d'épuisement. Clara et moi nous sommes assis dans le salon. Elle tricotait, je lisais, et pourtant nos yeux revenaient sans cesse vers Lila, comme si nous avions peur de cligner trop longtemps. Ce soir-là, comme tous les soirs depuis son arrivée, elle s'est installée près de la fenêtre du salon. Mais quelque chose avait changé. Elle ne fixait plus le dehors comme un prisonnier regarde la liberté. Elle observait, posée, détendue, la tête appuyée contre le cadre, sa respiration calme. On aurait dit une gardienne des lieux, une âme qui vérifiait que tout allait bien dans notre rue tranquille. Et puis, alors que le soleil se couchait, elle s'est tournée vers moi, lentement, avec intention. Elle a quitté la fenêtre, s'est avancée, s'est assise devant mes pieds et a posé son museau sur mon genou. Ce geste-là a traversé quelque chose en moi, quelque chose de profond, d'ancien, que je croyais éteint. Plus tard dans la soirée, après avoir couché Lila, Clara m'a rejoint dans le salon. Nous avons parlé de ce que signifiait tout cela, de ce que représentait l'arrivée d'un chiot dans une maison où le silence s'était imposé depuis trop longtemps. « Tu te rends compte ?» a dit Clara en observant sa tasse de thé, qu'elle a changé la façon dont on se réveille, dont on se déplace dans la maison, dont on vit. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai laissé ces mots me traverser. Elle avait raison. Ce n'était pas seulement Lila qui guérissait, c'était nous aussi. Nous réapprenions à vivre autour d'un être qui dépendait de nous, à rire, à veiller, à espérer. Je crois, ai-je murmuré, qu'elle nous a redonné un rythme, un sens. Clara a posé sa tête sur mon épaule. Elle nous redonne un cœur, a-t-elle corrigé doucement. Cette nuit-là, lorsque je me suis glissé dans mon lit, je n'ai pas laissé la peur s'imposer comme les nuits précédentes. Je savais qu'il y aurait encore des moments difficiles, des rechutes peut-être, des inquiétudes. Mais pour la première fois, je sentais que nous pouvions les affronter. Le matin suivant, Lila était à la fenêtre avant même que j'aie fini d'enfiler mes chaussons. Elle guettait le lever du soleil, la queue battant doucement, comme si elle saluait la journée avant nous. Elle s'était trouvée une place dans le monde, et peut-être que nous avions trouvé la nôtre aussi. Les jours se mirent à glisser plus facilement. Notre routine se stabilisait. Lila mangeait désormais avec appétit, dormait profondément, jouait même parfois avec une vieille peluche que Clara avait retrouvée dans un carton du grenier. Sa démarche n'était plus hésitante. Elle avançait avec un petit pas fier, comme si son corps avait enfin décidé qu'il était digne de la vie qu'elle avait failli perdre. Un après-midi, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus touchant. Quand je m'asseyais dans mon fauteuil, Lila ne venait pas seulement se coucher près de moi. Elle venait me regarder directement, fixant mes yeux jusqu'à ce que je lui parle. Comme si elle avait besoin d'entendre ma voix pour compléter le puzzle du monde qu'elle reconstruisait. Et chaque fois que je faisais claquer ma langue ou que je lui parlais doucement, « Je suis là, Lila, tout va bien ». Elle s'apaisait instantanément. Ce petit miracle quotidien était devenu notre langage. Un soir, alors que Clara mettait la table et que je parcourais le journal, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Lila a relevé brusquement la tête, non pas paniquée mais intriguée. J'ai ouvert.
C'était notre facteur, monsieur Delaney, un homme jovial qui nous connaissait depuis 30 ans. J'ai vu votre petite nouvelle par la fenêtre, a-t-il dit avec un sourire. Elle est adorable. Quelle est son histoire? Je lui ai résumé brièvement. Le parking, la chaleur, la vitre, sa rémission. Delaney a écouté sans m'interrompre, puis il a hoché la tête lentement. Eh bien, elle n'aurait pas pu tomber mieux. Lila, comme si elle comprenait qu'on parlait d'elle, est venue se placer entre mes jambes. J'ai senti son pelage contre ma cheville, sa présence, sa confiance. Oui, ai-je répondu, je crois qu'elle est exactement là où elle doit être. Cette nuit-là, en me couchant, j'ai réalisé qu'une question que je me posais depuis longtemps venait enfin d'obtenir une réponse silencieuse. Je me demandais souvent si le destin existe vraiment, ou si tout n'est qu'une succession d'événements sans importance. Mais en repensant à cette petite vie enfermée dans une voiture brûlante, aux cris que j'avais entendus, à la vitre brisée et à la douce respiration qui se trouvait maintenant dans la pièce voisine, je me suis surpris à murmurer « Merci d'avoir appelé ce jour-là, petite. Merci d'avoir survécu. » Et dans l'obscurité silencieuse, j'ai cru entendre sa queue battre doucement contre le sol. Les semaines ont continué de se dérouler avec cette tranquillité nouvelle qui s'était installée chez nous depuis l'arrivée de Lila. Rien de spectaculaire ne se produisait et pourtant chaque journée semblait un peu plus lumineuse que la précédente. Il y avait quelque chose de profondément apaisant dans la routine que nous avions construite à trois. Les promenades du matin, le café partagé avec Clara pendant que Lila observait la rue, les siestes qu'elle faisait à mes pieds, comme si elle veillait sur moi autant que je veillais sur elle. Peu à peu, je sentais ma propre vie se remettre en mouvement. Une vie qui, avant elle, était devenue mécanique, presque silencieuse, comme une maison où les volets restent fermés trop longtemps. Lila avait rouvert ses volets, doucement, patiemment, sans jamais rien demander. Elle avait ramené le bruit des pas, les rires que Clara et moi avions oubliés. Et ce lien silencieux entre deux êtres qui partagent les mêmes pièces, les mêmes instants, le même air. Un matin, alors que j'enfilais mes chaussures dans l'entrée, Lila s'est précipitée vers moi, sa queue battant si vite qu'elle semblait animer tout son corps. Elle connaissait ce rituel par cœur. Elle savait que lorsque je mettais mes chaussures, nous sortions, pas longtemps, pas loin. Mais c'était notre moment, celui où le monde ne pesait pas, où le simple fait de marcher côte à côte suffisait à donner du sens à la journée. Ce jour-là, pourtant, j'ai remarqué quelque chose de différent dans son attitude. Non pas de l'anxiété ni de la fatigue, mais une attention particulière, une vigilance. Elle n'arrêtait pas de me regarder, comme si elle voulait s'assurer que je suivais bien, que je restais à son rythme à elle, qui était devenu le mien. Nous avons marché doucement, le long des trottoirs familiers, avec cette lenteur tranquille que seuls les vieux chiens et les vieux hommes savent de vraiment apprécier. En passant devant la maison des Turner, la petite fille, qui avait caressé Lila quelques jours auparavant, est apparue. « Lila !» a-t-elle crié avec un enthousiasme pur. Lila a tourné la tête, sa queue se mettant immédiatement en mouvement. La fillette s'est approchée en courant, puis s'est arrêtée juste devant nous, les mains jointes sous le menton. « Elle va bien maintenant ?» Je me suis surpris à sourire. « Oui, elle va bien grâce à beaucoup de chance et beaucoup d'eau. » La petite a caressé Lila, qui s'est laissée faire avec cette douceur nouvelle qu'elle semblait réserver aux enfants. Puis, elle a levé les yeux vers moi. « Est-ce qu'elle va rester avec vous pour toujours ?» La question m'a pris de court. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé Lila. Elle m'observait avec son expression habituelle, calme, attentive, comme si elle attendait ma réponse elle aussi. J'ai fini par répondre doucement. « C'est ce qu'on espère. » Lorsque nous sommes rentrés, Clara préparait déjà le déjeuner. Elle s'est retournée en nous voyant entrer, essuyant ses mains sur un torchon. « Alors, comment va notre petite exploratrice ?» J'ai raconté la scène avec la fillette et Clara a souri avant de prendre Lila dans ses bras. « Pour toujours, hein ?» Elle me l'a dit d'un ton moqueur, mais ses yeux disaient qu'elle espérait la même chose. L'après-midi s'est écoulé tranquillement. Lila a somnolé à la fenêtre, le museau tourné vers la rue. La lumière jouait dans ses poils, lui donnant une allure presque irréelle. Clara faisait ses mots croisés. Je lisais un livre dont je ne retenais pas une phrase, trop occupé à observer ma petite sentinelle. Et puis, sans raison, mon esprit m'a ramené au parking ce jour-là, à la chaleur écrasante, aux cris qui avaient tout déclenché. À ce moment où j'avais collé ma main contre la vitre brûlante, je sentais presque encore la chaleur du verre sous ma paume. Je revoyais ses yeux affolés et je revivais cette pensée. Si je pars, elle meurt.
Je ne savais pas si on peut parler de destin, mais je savais que quelque chose m'avait retenu là. Quelque chose m'avait forcé à entendre, à répondre, à agir. Cette idée m'accompagna tout le reste de la journée. Le soir venu, après avoir dîné, après avoir veillé un moment dans le salon, Clara s'est levée en disant « Je vais me coucher, tu viens ?» J'ai secoué la tête. Pas encore, je reste un peu avec elle. Elle m'a souri, comme elle le faisait souvent lorsque je prétendais quelque chose d'évident. « Très bien, monsieur le garde de nuit. Ne vous endormez pas sur votre chaise. » Une fois seule avec Lila, le silence de la maison s'est fait plus profond. Elle est venue s'allonger près de moi, la tête posée sur mes pieds, comme si elle savait que j'avais besoin de cette proximité-là, de cette certitude qu'elle était là, que son souffle apaisé remplaçait enfin les souvenirs lourds des nuits de veille où elle se battait encore pour respirer. J'ai posé ma main sur sa tête. « Tu sais, petite, il y a des jours où je me demande si ce n'est pas toi qui m'as sauvée. » Elle n'a pas bougé. Elle n'avait pas besoin. Sa présence suffisait. Plus tard, alors que le sommeil commençait à me gagner, j'ai entendu un bruit léger dans l'entrée. Pas un bruit inquiétant, un froissement, un claquement discret. J'ai levé la tête. Clara avait laissé la porte du placard entr'ouverte et un courant d'air avait fait tomber un sac en papier. Lila a redressé les oreilles, alertée, puis s'est levée pour aller examiner l'objet comme si elle était responsable de la sécurité de la maison. Elle a reniflé, tourné autour, puis est revenue vers moi, satisfaite de son inspection. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Bonne fille, tu prends ton rôle à cœur. » Lorsque nous sommes finalement montés nous coucher, elle nous a suivis dans le couloir et s'est installée dans son panier près de la porte de notre chambre. Nous avions essayé de le mettre ailleurs, mais elle revenait toujours à cet endroit, comme si elle voulait être assez proche pour entendre nos respirations. Pour vérifier que tout allait bien, et à en croire le calme de son sommeil, c'était suffisant. Puis vint le jour où Clara a proposé un nouvel exercice. « Owen, il est peut-être temps de voir comment elle se comporte avec d'autres chiens. » Le vétérinaire disait que c'est important pour sa socialisation. L'idée m'inquiétait, je ne vais pas mentir. J'avais peur que des chiens trop vifs la bousculent, l'impressionnent, réveillent en elle la panique ancienne. Mais nous savions que cela faisait partie de sa reconstruction. Nous avons choisi un parc calme à l'heure où il n'y aurait pas trop de monde. Lila marchait à côté de nous, attentive à chaque bruit, mais confiante. Dans ce parc, 2 chiens jouaient avec leur maître, un golden retriever et un petit terrier brun qui sautillait partout. Lorsque Lila les a vus, elle s'est arrêtée. Pas de peur, pas d'agressivité, juste une vigilance intense. Le golden s'est redressé, a observé, puis s'est approché tranquillement, d'un pas doux, presque respectueux. Lila s'est tendue un instant, puis s'est assise, sage, calme, attentive. Le golden a avancé encore, reniflé doucement, puis s'est laissé tomber sur l'herbe, comme pour lui dire « Je ne suis pas une menace ». Lila l'a observé, la tête légèrement inclinée, puis étonnamment, elle a avancé de 2 pas. 2 pas minuscules qui valaient des kilomètres. Lorsque nous sommes rentrés ce jour-là, Clara avait les yeux brillants. Elle apprend à vivre avec les autres. Elle apprend à être elle-même. Je crois que c'est à ce moment précis que j'ai compris que Lila ne se contentait plus de survivre. Elle bâtissait, elle grandissait, elle s'ouvrait au monde pièce par pièce, comme une maison aux volets longtemps fermés, et nous étions là, à chaque étape, redevenant vivants avec elle. Les jours suivants furent encore plus lumineux, pas parce que le soleil brillait davantage, mais parce que Lila avait définitivement ramené une chaleur que nous ne savions plus accueillir. Elle se levait chaque matin avec une énergie nouvelle, pas excessive, mais contrôlée, comme si elle mesurait ses gestes pour ne jamais gaspiller la seconde chance qu'elle avait reçue. Clara disait souvent en riant que Lila marchait comme une petite vieille qui sait exactement où elle va. Et je dois admettre que ça lui ressemblait, prudente, sage, mais obstinée dans sa manière de choisir la vie. Un matin, alors que je préparais mon café, Lila s'est assise juste à côté de moi, le regard fixé vers la fenêtre. Je suivis son regard. Il n'y avait rien de particulier dehors. La rue, tranquille comme toujours, quelques oiseaux perchés sur la boîte aux lettres, les ombres longues du matin, mais Lila observait tout cela comme si le monde entier était en train de se révéler à elle. « Tu sais, lui ai-je dit, on dirait que tu regardes un souvenir. » Elle a tourné la tête vers moi, puis est venue poser doucement son museau contre ma jambe avant de retourner à la fenêtre. Ce geste-là, c'était presque une conversation. Quand nous partions en promenade, elle adoptait de plus en plus un rythme régulier. Il n'y avait plus de pauses ondulantes, plus de doute dans sa démarche.
Elle avançait avec la certitude d'un être qui se reconstruit pas à pas. Même les voisins avaient remarqué la différence. Un jour, Monsieur Delaney, notre facteur, s'est arrêté près de nous pendant sa tournée. « Eh bien, elle a fière allure, votre petite Lila. On dirait qu'elle a repris du poil de la bête. » J'ai souri. Oui, elle s'est accrochée. Et je crois qu'elle nous a embarqués avec elle. Il a hoché la tête, son grand sac à la main. Les animaux ont ce pouvoir-là. Ils vous relèvent sans jamais vous juger. Ils vous remettent le cœur à l'endroit. Et il avait raison. Peu importe l'âge qu'on avait, la manière dont on boit son café ou la vitesse à laquelle on attache ses lacets, un animal comprend ce que d'autres ne voient plus. Un après-midi, alors que Clara et moi étions assis sur le canapé à trier de vieux cartons remplis de souvenirs, Lila s'est approchée avec une curiosité particulière. Dans le carton le plus ancien, celui que Clara avait sorti du grenier, se trouvaient des albums photos, des lettres jaunies et un collier. Un vieux collier en cuir, usé par les années, celui de Jasper, notre chien d'autrefois. En voyant ce collier, j'ai ressenti un pincement. Pas de douleur vive, plutôt une sorte de tendre mélancolie. Clara m'a regardé et a murmuré « Tu te souviens de lui ?» J'ai hoché la tête. « Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. » Lila, elle, a approché son museau du collier, l'a reniflé longuement, puis s'est doucement couchée près de lui, comme si elle reconnaissait un fragment d'histoire qu'elle n'avait pas vécu mais qu'elle acceptait d'hériter. Cette scène m'a bouleversé plus que je ne l'aurais admis. Lila ne remplaçait pas Jasper. Elle ajoutait un chapitre à sa suite. Elle réparait quelque chose qui était resté ouvert. Plus tard ce même jour, alors que nous étions dans la cuisine, je me suis levé un peu trop vite et ma jambe a flanché. Je me suis rattrapé de justesse au plan de travail, surpris par cette faiblesse soudaine. Aussitôt, Lila a accouru vers moi, se plaçant contre ma jambe pour me soutenir. Du moins autant qu'un petit chien peut soutenir un vieil homme. « Ça va, ai-je soufflé. « Ce n'est rien. » Mais dans ses yeux, il y avait une inquiétude sincère, une vigilance, comme si elle veillait désormais sur nous autant que nous avions veillé sur elle. Elle ne bougeait pas, figée dans un rôle qu'elle avait adopté sans qu'on le lui demande. Clara, qui avait assisté à la scène, s'est approchée et m'a touché le bras. « Tu vois, vous êtes pareils, toi et elle, vous vous surveillez constamment. » Elle a souri, puis a ajouté « Peut-être que c'est ça, finalement, une famille. » Ce soir-là, alors que le soleil déclinait lentement derrière les maisons du quartier, je me suis installé sur le fauteuil du salon. Lila est venue s'installer à mes pieds, comme toujours, tandis que Clara tricotait en silence. Le tic-tac de l'horloge était le seul son ponctuel dans la pièce. Puis sans crier gare, une pensée m'a traversé. Si je n'avais pas entendu ce cri dans le parking ce jour-là, cette hypothèse me fit frissonner. Pas seulement pour elle, pour nous aussi. Car une petite vie abandonnée dans une voiture brûlante avait déclenché une cascade de choses qu'aucun d'entre nous ne pouvait ignorer. Clara a posé son tricot sur ses genoux. « À quoi tu penses ?» J'ai mis un moment à répondre. Je me dis que parfois, il suffit d'un seul son, un seul geste, pour que tout change. Et que ce jour-là, quelque chose m'a forcé à écouter. Clara a souri doucement, comme si elle comprenait cette vérité mieux que quiconque. Peut-être que ce n'était pas seulement elle qui avait besoin d'être sauvée. La nuit est tombée et je me suis retrouvé à contempler Lila, endormie face à la fenêtre, comme une petite statue de calme. Sa poitrine se soulevait régulièrement et je me suis rappelé que, quelques semaines plus tôt, ce simple mouvement n'était pas garanti. La voir dormir ainsi me semblait presque miraculeux. Plus tard, en me levant pour éteindre les lumières, j'ai remarqué quelque chose. Lila, dans son sommeil, avait avancé de quelques centimètres vers mon fauteuil, comme si, même endormie, elle refusait de trop s'éloigner. Je me suis penché et j'ai effleuré doucement sa tête. « Bonne nuit, ma fille », ai-je murmuré. Elle n'a pas bougé, mais sa queue a battu une seule fois contre le sol. Un battement minuscule, presque imperceptible, mais lourd de sens. Il disait « Je t'ai entendu, je suis là », et je crois que dans cet instant précis, j'ai enfin compris. Compris pourquoi ce cri dans le parking m'avait transpercé. Compris pourquoi j'avais brisé cette vitre sans hésiter. Compris pourquoi la maison semblait plus pleine, plus vivante depuis qu'elle était là. Peut-être que certaines rencontres ne sont pas des hasards. Peut-être que certaines vies se croisent précisément au moment où elles en ont besoin. Peut-être qu'un vieux cœur fatigué et un petit chiot abandonné peuvent se trouver et se réparer mutuellement.
Ce soir-là, avant d'aller dormir, je me suis tourné vers Clara. « Tu sais, lui ai-je dit, cette petite nous a redonné bien plus que ce qu'on lui a offert. » Clara a hoché la tête, ses yeux brillants dans la pénombre. « Je sais, elle nous a redonné un futur. » Et je me suis couché avec cette certitude-là. Nous n'avions pas simplement sauvé Lila, Lila nous avait sauvés aussi. Les jours suivants, la vie reprit un rythme étonnamment harmonieux, comme si notre maison avait retrouvé un souffle que nous pensions perdu depuis longtemps. Lila s'était intégrée à notre quotidien avec une facilité presque déroutante, non pas en bousculant nos habitudes, mais en les transformant en quelque chose de plus doux, de plus vivant. Chaque matin, elle s'installait près de la fenêtre avant même que j'aie fini d'enfiler mes chaussons. Elle observait le quartier avec la vigilance tranquille d'un petit gardien qui a compris qu'il faisait désormais partie de l'endroit qu'il protège. Sa queue battait doucement lorsque je m'approchais, et elle me saluait comme si nous nous retrouvions après de longues années séparées. Et moi je me réveillais différemment. Pas uniquement parce que j'avais un devoir, celui de la nourrir, de la sortir, de veiller sur elle. Non, je me réveillais avec une sorte d'élan intérieur que je ne reconnaissais plus, une curiosité, une envie, une chaleur simple, presque enfantine. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas levé pour autre chose qu'une obligation médicale ou un rendez-vous. Lila avait changé cela. Un après-midi, alors que Clara préparait un thé fumant, je me suis retrouvé devant la fenêtre à observer Lila comme elle le faisait chaque jour. Elle reposait sa tête contre le rebord, ses yeux suivant le passage d'un camion de livraison, puis celui d'un jogger, puis celui d'un couple main dans la main. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'elle n'observait plus le monde comme quelque chose de menaçant. Elle l'observait comme un paysage familier, comme un endroit auquel elle appartenait. Clara m'a rejoint silencieusement. Elle regarde moins pour vérifier que le monde est dangereux, et plus pour vérifier qu'il est toujours là, dit-elle doucement. J'ai acquiescé. Et pour être sûr qu'on est là aussi. Lila se tourna vers nous, comme si elle avait entendu son nom dans une phrase qui ne le contenait pas. Puis elle est venue poser sa tête sur ma main. Un geste court, simple, mais qui contenait tant de choses. Un jour, nous avons décidé d'emmener Lila dans un parc plus grand, là où les arbres font une arche naturelle et où les chemins se perdent entre les buissons. Elle marchait avec une assurance nouvelle, le collier bien ajusté autour de son cou, ses oreilles levées comme deux petits drapeaux prêts à capter la moindre émotion. Sur un banc, un vieil homme lisait un livre. Lorsque Lila et moi sommes passés devant lui, il leva les yeux et dit avec un sourire « Elle a l'air heureuse, votre chienne. » Je me suis arrêté une seconde. « Oui, elle l'est. » Puis j'ai ajouté, presque malgré moi, « Elle a traversé quelque chose de difficile, mais elle a choisi de rester. » L'homme a refermé son livre, d'un geste lent. « Vous savez, parfois, ce sont les êtres brisés qui nous apprennent à vivre le mieux. » Il n'avait pas tort. Lila fit ensuite un de ses premiers vrai jeu. Elle a attrapé une feuille morte emportée par le vent, l'a secouée puis s'est mise à courir en rond comme si elle venait de découvrir le concept même de plaisir. Clara s'est presque effondrée de rire en la voyant tourbillonner avec sa feuille comme un trophée. Sur le chemin du retour, elle s'est blottie contre moi sur la banquette arrière, sa tête appuyée sur ma cuisse. Je sentais son souffle régulier, calme, profond, celui d'un être qui ne lutte plus contre la vie mais qui s'y abandonne avec confiance. Et ce moment-là, ce contact si simple, m'a replongé dans des souvenirs enfouis. Les années où nos enfants dormaient contre nous. Les soirs où Jasper se glissait entre mes pieds pour se rassurer. Et soudain, j'ai compris quelque chose, la maison avait recommencé à respirer. Mais ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai vraiment réalisé à quel point Lila avait transformé notre existence. Nous étions dans le salon. Je lisais, Clara tricotait, Lila dormait dans son coin, enroulée sur elle-même. Le calme était palpable, presque sacré. Et sans que je sache pourquoi, ma mémoire m'a ramené à ce parking brûlant, à cette voiture fermée comme un piège, à ce cri qui avait transpercé mon après-midi banal. Le monde avait fracturé son silence pour me forcer à écouter. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y repenser. Et si je n'avais rien entendu? Et si j'avais ignoré ce son? Et si je m'étais dit « quelqu'un d'autre s'en occupera ?» La réponse me faisait frissonner, pas seulement pour Lila, pour moi aussi, car à cet instant précis, je savais que quelque chose en moi serait resté prisonnier dans cette voiture si je n'avais pas réagi. Une partie de mon cœur serait restée enfermée là, derrière la vitre brûlante, incapable de retrouver son souffle.
Clara a posé sa main sur la mienne, comme si elle avait deviné où mes pensées dérivaient. « Tu as fait ce que peu de gens auraient fait. » J'ai secoué la tête. « J'ai fait ce que je devais faire. Ce que je n'aurais pas supporté de ne pas faire. » Elle a soupiré doucement. « C'est pour ça qu'elle t'a choisi. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air, pas écrasants, juste vrais. Le soir même, j'ai pris une décision, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis installé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Pas pour un journal, pas pour un livre, mais pour notre famille, pour nos amis, pour tous ceux qui pouvaient peut-être un jour se retrouver face à un cri qu'ils ne comprennent pas tout de suite. Je voulais raconter cette histoire. Je voulais que les gens sachent que ce n'est jamais juste un chien, jamais juste un cri, jamais juste un moment. Que parfois, ces moments changent tout, qu'ils redonnent un sens à une vie qui avait commencé à s'effriter. Lorsque j'ai terminé mon récit, je me suis tourné vers Lila. Elle m'observait depuis son coin, ses yeux dorés illuminés par la lampe du salon. Je me suis approché, me suis accroupi et j'ai tendu la main. Elle a avancé. Elle a posé son museau dans ma paume comme elle l'avait fait 100 fois. Mais cette fois, j'ai senti quelque chose de différent, comme une signature silencieuse, comme si elle validait chaque mot que je venais d'écrire, comme si elle disait « C'est notre histoire, va, raconte-la ». Alors j'ai compris, cette histoire n'était pas seulement la mienne, elle était la sienne, elle était la nôtre, et peut-être, elle appartenait aussi à tous ceux qui auraient besoin de l'entendre. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous êtes quelque part à l'autre bout de cette vidéo, si vous avez un chien qui vous a sauvé autant que vous l'avez sauvé, sachez que votre histoire compte, qu'elle peut toucher quelqu'un, qu'elle peut réveiller un cœur fatigué, qu'elle peut, un jour, pousser quelqu'un à écouter un cri qu'il n'aurait pas entendu autrement. C'est cela, la magie des liens invisibles. Je regarde Lila qui relève la tête, qui s'approche de moi et pose sa patte sur mon genou comme si elle approuvait ses pensées. Clara sourit dans son coin, les yeux brillants d'amour et de gratitude. Et je me dis, nous n'avons pas seulement sauvé Lila. Lila nous a rendus vivants à nouveau. Alors, pour ceux qui regardent, ceux qui écoutent, ceux qui hésitent encore à tendre la main, rappelez-vous ceci. Ne passez pas devant une fenêtre fermée sans écouter. Ne laissez pas un cri se perdre dans le bruit du monde. Ne détournez pas le regard quand quelque chose en vous dit « fais quelque chose ». Parce que derrière ce cri, derrière cette vitre brûlante, il y a peut-être une vie qui vous attend, une vie qui changera la vôtre. Et parfois, il suffit d'un geste, d'un pas, d'une oreille attentive pour écrire une histoire comme celle-ci.